coup salut du YouTube, Front populaire en continue Elden 1936. Ring, Et on oublie et à on quel regarde point, un live de c'était Chapoutot en même temps. difficile pour les parties prenantes à l'époque Mhm. de s'allier. Hop. Parce Alors que C'est vraiment le gaming, et on va tryhard le boss. On va y venir. On va demander à l'historien de nous faire un cours. Il y a déjà plein de monde. Voilà. Tiens. il y a plein d'autres gens qui seraient capables. Mais il y a d'autres gens qui voilà. viendront dans les jours Voilà. qui viennent. Ne t'inquiète pas, si tu dis des conneries, tu seras. Voilà. Tes pères vont te dire ah non mais bon C'est Chapoutot, voilà. parti. Non, pour lire pour le Front populaire, lisez Jean Vigreux, Bon, ça commence bien. les deux meilleurs historiens de cette période, très accessibles, qui sont publiés en poche maintenant, qui racontent très très bien cette histoire, et notamment la difficulté de surmonter pour pouvoir s'allier. Alors, je vais baisser à peine le son du jeu. Je vais essayer de le. Enfin, je l'ai contacté, Oui. mais il est en région, on va dire. Et donc voilà, je sais pas Puis si. il est pris aussi par le jury d'agrégation en ce moment, le Prince. Eh oui, c'est ça. C'est ça. C'est difficile pour certains universitaires. Est-ce le que sac tu à peux bébé demander de nous dire ton ressenti, avant de parler d'histoire et de Ah, putain. ta chronique d'hier, ton ressenti sur la situation aujourd'hui, là, en 2024. Qu'est-ce que tu as ressenti d'abord à 20h avec le résultat et à 21h avec la dissolution? Bon, les résultats étaient attendus. Il ne reste pas moi que ça reste un choc de voir le Rassemblement national, 30% des suffrages exprimés. Des suffrages exprimés, hein, c'est important de le dire, parce qu'avec un taux d'abstention plus faible que d'habitude, mais quand même quasiment à 48%, Hop là. on a un Front National maintenant à plus de 15% Ouais. des inscrits. Du corps électoral. Ah putain, c'est chiant. Et donc ça c'est... Ah, c'est chiant. Je déteste des fois quand il y a des animations, tu peux pas les taper. Bon, depuis le début des années 80, qui n'a rien d'irrésistible, hein, contrairement à ce que l'on dit, mais qui est pour le coup très très encouragé par maintenant mainstream, les chaînes de télévision, les chaînes de radio. Alors entre Ouais, j'ai déjà plus de fiole. les chaînes de télévision C'est quoi ce qui sont bordel? possédées par des milliardaires ou désormais un service public qui a très très peur avec d'abord l'abolition de la redevance, puis la législature qui a été votée par les macronistes, par LR et par généralement d'accord sur beaucoup de choses, ces gens-là. Avec l'abolition de la redevance, maintenant le projet de fusion dans une entité unique qui serait mieux contrôlée par le pouvoir, évidemment les médias du service public ont peur. On l'a vu hein, avec le licenciement de Guillaume Meurice hier. Hein. Quand Attends, merde. Ah putain. Genre des médias, à l'époque déjà possédés par des milliardaires, et je pense que disait Bertolt Brecht hein, quand il parle de la résistible ascension d'Arturo Ui, hein, c'est une pièce des années 40 où il met en scène métaphoriquement l'ascension d'un chef mafieux, évidemment métaphoriquement Hitler, dans le Chicago de l'entre-deux-guerres. Il parle Oups, de j'ai oublié le- résistible ascension parce que de fait il y avait Je plein vais appeler Monique à la place. C'est pas grave. qui s'offrait, qui s'ouvrait pour les acteurs de l'époque. Et d'autre part, l'ascension du fascisme Ok. à l'époque, de l'extrême Mais droite aujourd'hui, était j'ai rien compris à ce poussée qu'il- par des médias, Qu'est-ce qu'il faisait? à l'époque déjà possédés par des milliardaires, et qui ont droitisé et extrême droitisé la culture politique de la République de Weimar. Lorsque l'on fait des sondages qualitatifs aujourd'hui sur ce que ressentent, sur ce que désirent, ce que rêvent les citoyennes et les citoyens, Solo. personne ne va vous dire je veux l'exclusion, je veux le passage à tabac, je veux des flics ultra violents, je veux la concurrence libre et non faussée, la compétition, l'absence de solidarité. Bref, tout l'imaginaire sordide qui est charrié par les macronistes et l'extrême droite, personne n'en veut. Ah, Idem putain. sous Weimar. Personne ne voulait la guerre. Tout le monde voulait plus de solidarité face à la crise. Mais on a eu un système médiatique qui a été acheté, notamment par un milliardaire qui s'appelait Alfred Hugenberg, qui était un homme d'extrême droite, qui a acheté une centaine de titres de presse, qui a acheté les studios de... Tiens, c'est marrant, ce qu'il dit, ça me rappelle une situation actuelle. La petite séquence d'information dans les cinémas avant la diffusion du film, hein, à l'époque où il n'y avait pas de... les actualités cinématographiques. Exactement, à l'époque il n'y avait pas de télévision et Je t'écoute, je vais radio, juste bien caler sûr. la caméra, on m'explique que tu es un peu flou, mais D'accord. c'est l'image qui est floue, c'est pas le d'accord. propos, ne t'inquiète pas. Et cet achat de médias
a permis de diffuser de manière brutale, vulgaire, des thèmes d'extrême droite. Bref, Hugenberg, dans les années 20, c'est l'équivalent de Bolloré, et il avait ses Hanouna, ses Pascal Praud à sa botte. Et dans ce contexte-là, si jamais vous savez pas, Chapoutot, c'est un historien spécialiste du nazisme. Il n'y a qu'à voir le déferlement d'insanité. Donc il sait de quoi il parle. Auquel on assiste depuis lundi soir, depuis que les plateaux télé ont appris que les organisations de gauche, quasiment toutes les organisations de gauche, se ralliaient dans un front populaire. Mais alors comment, tu n'as pas dit comment la pièce de Brecht se termine, parce que elle s'intitule La résistible ascension. Oui. Mais comment on aurait pu résister à l'époque, et grosso modo, aujourd'hui, comment on peut rendre irrésistible, pas irrésistible, la montée du fascisme et... C'est très difficile, on nage à contre-courant, ou alors on mène ce que les Anglais appellent uphill battle, c'est-à-dire que on doit franchir la colline, on doit monter sur la colline sous le feu de l'ennemi en permanence. Parce que le fait des idées de gauche qui sont, pour le coup, pas très radicales, plus de justice fiscale, plus de sociale, plus de services publics, pas très loin, ça va beaucoup moins loin que le Front populaire. En vrai, j'avoue que les tenues des SS, qui sont de bon sens, ça avait du flow quand même. Assez tempéré, font face à ce que les politistes, des sociologues du politique, des économistes appellent la radicalisation du bloc bourgeois. Et on fait passer des gens qui ont été presque centristes en 1936 pour des trotskistes, des staliniens, des hommes au couteau entre les dents qui veulent tout détruire. C'est pas du tout ça. Donc on fait face vraiment à quelque chose de très puissant, de très violent aussi, et la violence va s'accentuer au fil de la campagne, parce que l'union de la gauche n'était pas du tout prévue, ni par les macronistes, ni par l'extrême droite, et par leurs représentants médiatiques, donc ça va taper très très fort. Et face à ça, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Il a dit ça il y a 2 semaines, donc gens qui, à gauche, on peut voir qu'il a eu raison. Font face à l'ignominie en permanence. Moi, j'ai une admiration. Quand on voit le traitement de la gauche qui vient des médias. Émeric Caron, Corbière, Guettet, Clémentine Autain, François Ruffin, Sarah Legrain, toutes et tous qui en permanence affrontent la totalité du plateau contre eux. Ça, c'est clairement vrai. Ils sont traités de fous furieux, de radicaux, d'extrémistes, alors qu'ils ne sont rien de tout ça. Donc effectivement, c'est très difficile, mais on peut compter quand même sur des aspirations à la base, on va dire, comme on disait dans les années 30, des aspirations à la base qui sont tout le contraire de ce que les macronistes et les fachos veulent nous vendre. C'est-à-dire l'absence de solidarité, la lutte à mort entre des atomes individualisés, dans une société qui a détruit l'État-providence, qui a érigé la compétition à la compétitivité, j'ai été trop gourmand. La performance et la création de richesse en alpha et oméga de la vie. Très peu de gens veulent de ça en France, au fond, donc on peut compter là-dessus. Alors, il y a beaucoup de choses que tu dis. Comment on se défend des accusations d'antisémitisme ? Tout simplement en étant rationnel et raisonnable et en reprenant les déclarations. Elles circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Quand Mélenchon fait un parallèle entre un directeur d'université et Eichmann, est-ce que là on n'est pas dans une dinguerie ? Écoutez, déjà il faut voir la fatigue, la tension nerveuse qui est imposée par le contexte aux femmes et aux hommes de gauche. Moi, je serais à leur place, je pense que je serais déjà incarcéré, en fait, parce que j'aurais pété un plomb plutôt sur les passions. Donc ils ont des nerfs d'acier, vraiment, il faut en être conscient. Mais de temps en temps, effectivement, l'émotion prend le pas, et ce sont des gens généralement très intelligents, qui lisent beaucoup, qui parfois font des propositions dans dans la chaleur du moment, qui surprennent, alors que c'est étayé par des lectures et des raisonnements très charpentés pour le coup. Quand Mélenchon, par exemple, il y a quelques années, avait dit je suis censé faire quoi, je peux pas faire. Ma personne est sacrée.
Vraiment, tous les plateaux de télévision avaient hurlé à la mégalomanie, à la folie, etc. Pardon, mais ça repose sur une culture politique et historique très profonde, de la part de celui que tout le monde maintenant appelle affectueusement sur les réseaux sociaux le vieux. Le vieux, il a lu. Il a une sacrée culture d'histoire romaine notamment. Et de fait, il était député à ce moment-là. Il fait référence à ce qu'à Rome on appelait la sacrosanctitas, le caractère sacro-saint du tribun de la plèbe, c'est-à-dire du tribun du peuple. On ne touche pas physiquement le tribun de la plèbe à Rome sous peine de mort. Donc c'est ça que Mélenchon disait à des flics et à des substituts du procureur qui étaient en mission commandée par le pouvoir à ce moment-là pour perquisitionner sur 17 sites en même temps la France insoumise. Pour Eichmann, c'est la même chose. On a affaire, et personne ne le niera, avec Jean-Luc Mélenchon, à quelqu'un qui a une immense culture historique, philosophique et politique. Il a lu Hannah Arendt, et ce qu'il dit à ce moment-là, c'est que il développe tout simplement la pensée d'Hannah Arendt. Les plus grands crimes adviennent moins par la férocité de ceux qui veulent activement le crime que par la médiocrité de celles et ceux qui temporisent, attendent, voient dans quel sens le vent va tourner et se font les zélés de la machine. La banalité du mal, c'est également Sibylle Veil et Adèle Van Rett qui ont licencié Guillaume Meurissière. C'est-à-dire des médiocres qui sont là pour servir le pouvoir du moment à leur fin propre avant d'aller ensuite terminer dans un cabinet de conseil, dans un conseil d'administration quelconque, et faire de la thune ailleurs dans le privé. C'est ça la banalité du mal. Et de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon... Allez, je fais encore quelques trails, après je ramène la mimique, je ramène tout le monde. Fondé à le dire. Le problème, c'est qu'il y a une collision des scènes, en fait. Entre la scène intellectuelle universitaire, qui est une scène qui est habitée par des gens comme Mélenchon, comme Autain, comme Guettet, comme Ruffin, etc., qui sont des vrais intellectuels en politique. Et la scène médiatique... Mais moi, le nameless king, j'ai jamais trop galéré dessus. Des petits fennecs de plateau qui vont tout de suite se jeter à la gorge de quelqu'un... J'avais dû en 4 ou 5 trails. En n'ayant évidemment pas du tout la culture de cette personne-là et j'adore comme Chapoutot, il dit littéralement que... La personne en question. Que les journalistes de droite, ils sont cons. On peut pas reprocher à des gens de gauche de lire, de penser, d'écrire et de vouloir élever le débat. Et parfois, ça surgit à un moment qui semble inopportun au plateau de télévision, mais ça reste fondé intellectuellement. Et est-ce que tu considères que c'est la bonne arme, les bonnes armes aujourd'hui pour lutter ? Être intelligent, oui, ça sert toujours. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, faire le pari de l'intelligence. Oui. Est-ce que face à l'extrême droite, faire le pari de l'intelligence, c'est jouer gagnant ? Il veut pas s'arrêter 2 secondes ? Si on considère le contraire, on ferme la boutique tout de suite. Parce que de fait, la démocratie électorale, c'est le pari de l'intelligence, toujours. Ou alors sinon, on abolit la démocratie, ou alors on en revient à un suffrage censitaire qui estime que seules certaines personnes ont le droit de voter sur le fondement de leur revenu social, de leur richesse, etc. Mais à partir du moment où on donne le suffrage universel, c'est précisément parce qu'on a confiance en la faculté de chacune et de chacun à s'instruire, à comprendre les débats, poser les termes du débat, et ensuite à voter en conscience et en intelligence. Alors, c'est sûr qu'on va voir qui c'est le patron. Système médiatico-politique qui fait le pari contraire. Le pari de l'abrutissement, le pari du matraquage, c'est clairement le pari Bolloré, qui est un pari d'extrême droite, donc c'est du Hanouna et du Pascal Praud. Fascinant d'ailleurs de regarder pas ces émissions-là, mais à pousser quand même quelques extraits de ces émissions pour voir à quel point c'est du moins-disant intellectuel en permanence. Vraiment, on dirait des abrutis qui veulent abrutir le téléspectateur. Donc ça, c'est le pari de l'extrême droite, c'est très clair, c'est classique et c'est structurant dans l'histoire du XXe siècle. Mais aussi, c'est le pari des libéraux autoritaires que Stefano Palambarini, Bruno Amable appellent le bloc bourgeois, le pari du moins-disant intellectuel.
Architotolt vous demande comment analysez-vous le basculement de l'accusation d'antisémitisme du RN vers LFI? Comment historiquement on peut expliquer un tel tour de passe-passe? Oh putain. Ça c'est une des impostures les plus grotesques et les plus grossières qui dénote d'ailleurs la panique qui s'est emparée du bloc bourgeois face à des gens qui ont très peu d'arguments pour promouvoir une politique sociale et fiscale injuste, pour promouvoir la destruction des services publics, pour promouvoir la dévastation de l'environnement et la fin du vivant. Vous avez des députés, femmes et hommes, qui se résignent pas à ça, qui, ne jouent pas le jeu cadrage médiatique des questions qui leur sont posées, et deux, demandent à leurs contradicteurs de se justifier rationnellement. Ça, c'est insupportable pour quelqu'un qui arrive sur un plateau de télévision parce qu'il estime d'avoir un droit, de droit divin, soit par naissance, soit parce qu'il a toujours grenouillé dans les arrondissements centraux de Paris. Et ça, on le voit dans tout le spectre. Mais non, mais j'avais sur les plateaux de télévision. Enfin, Franz-Olivier Gisbert. Je sais pas comment il m'a eu là. N'importe quoi en permanence, et qui se retrouve sec et muet dès qu'il a quelqu'un de sérieux en face comme Michael Zemmour, qui est économiste et qui montre que ça. Masterclass, Michael Zemmour. Il n'est pas fondé à dire ce qu'il dit. Vous savez, il y a un bon et un mauvais Zemmour. Les députés LFI jouent ce jeu-là. Jeu de la raison et de l'intelligence. Michael Zemmour, c'est un économiste, masterclass. Est-ce que vous avez travaillé sur le sujet? Sur quelles études vous vous fondez? Quelle est la rationalité de ce que vous dites? Ça, c'est insupportable pour leurs contradicteurs. Qui, encore une fois, estiment avoir la science infuse par droit de naissance. C'est le cas de Raphaël Glucksmann, par exemple, qui est le fils de son papa. Voilà. Qui a été lancé en 2007 par son papa qui lui faisait faire la tournée des plateaux, des matinales, pour faire d'ailleurs la promotion de Sarkozy à l'époque. Donc quand vous avez des gens intelligents qui travaillent... Glucksmann qui est des sarkozystes, ça c'est trop drôle. Ces gens-là, il faut les disqualifier. C'est quelque chose de l'ordre de la répulsion ou de la révulsion lorsque vous avez un député LFI en face, très clairement. Et pour ça, ce qu'on a trouvé de mieux, plus infamant, et à juste titre, c'est infamant, c'est l'antisémitisme. C'est ce qui a été utilisé dans la dernière décennie en Angleterre, dans le Labour Party, pour éliminer l'aile gauche. Au prétexte que, traditionnellement, l'aile gauche du Labour avait une tradition pro-palestinienne et anti-extrême droite palestinienne. Reste dans le domaine du raisonnable, on peut tous s'accorder là-dessus. Bien, de manière assez stalinienne, on a utilisé l'imputation infamante d'antisémitisme pour éliminer toute voie de gauche au sein du Labour Party. Et là, c'est ce que les plateaux de télé, depuis lundi, c'est fascinant, essaient de faire, mais en se fondant sur quoi, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai réécouté les déclarations de... Même avec la mimique et même à 3, je galère. Tout juif me trouvera à ses côtés s'il est agressé, s'il est menacé, s'il est attaqué. Je cite de mémoire, je n'ai pas l'impression d'entendre un antisémite. Alors, j'ai vu passer un appel de Ludivine Bantini hier sur Twitter. Oui, elle a raison. Demandant, proposant d'étudier ces accusations et d'y répondre de manière honnête, intellectuellement. Je cite de mémoire, mais je pense que Rial pourra retrouver le tweet pour ceux qui veulent le voir dans le chat. Qu'est-ce que tu as pensé de cette initiative? C'est une excellente idée. Moi, je lui ai écrit tout de suite à Ludivine pour lui dire qu'elle avait éminemment raison, parce qu'il est temps de remettre un peu de rationalité là-dedans. Parce que c'est l'accusation infamante princeps, si vous voulez, ultime, pour disqualifier la gauche, et ça ne repose sur rien. Parce que là, on a ressorti sur les plateaux de télévision, sur le service public, sur France 5, le tweet de Jean-Luc Mélenchon à propos de Yael Braun-Pivet allant à Jérusalem, pour laquelle elle allait camper à Jérusalem, dit c'est antisémite. Mais qu'est-ce qu'il y a d'antisémite là-dedans? Rien. C'est une expression familière qui consiste à dire qu'elle est allée poser ses bagages là-bas au lieu de défendre la République en France au même moment. Voilà. C'est ça. L'idée d'y voir une allusion quelconque à un camp de concentration, mais et encore,
qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que volontairement, elle est allée dans un camp de concentration, et ça n'a aucun sens, aucun. Donc tout repose sur des supputations, ça va trop vite là pour moi. Des insinuations qui sont, comment dire, Oui, mais à la fois malhonnêtes et grotesques. Et j'ajoute que pour quelqu'un qui est de gauche, c'est-à-dire humaniste, même si le terme a été un peu délavé ces derniers temps, hein, humaniste, vraiment, universaliste, la notion même d'antisémitisme est physiquement révulsive. Voilà. Et on ne peut pas penser qu'une personnalité de gauche qui passe son temps à se battre pour les minorités, pour les faibles, pour les pauvres, pour la justice sociale, pour la justice fiscale, pour l'état de droit, puisse avoir quoi que ce soit à faire avec l'antisémitisme. C'est un non-sens logique et c'est une insulte. Et ça ne repose sur rien. Il y a quand même des courants antisémites dans l'histoire de la gauche. Oui. Et même l'antisémitisme peut avoir est jalonné de penseurs de Oui, mais revenons, ça existe effectivement, ça se cristallise. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de dire je suis de gauche, je suis humaniste, en gros, je suis pour du bien. Non. De quelle gauche s'agit-il? On parle des antisémites de gauche à la fin du XIXe siècle, parce que c'est à ce moment-là que ça se cristallise dans un contexte. Je sais pas s'ils sont scale en New Game Plus. 1880-90. Mais des gens qui mais oui, je vais en chier, je certains pense. appelleront le socialisme des imbéciles, c'est-à-dire taper sur les juifs en prétendant taper sur les capitalistes, alors que quasi-totalité de la population juive en Europe à cette époque est plus misérable que millionnaire, hein, ça c'est très clair. Donc voyons qui sont ces gens-là qui utilisent l'antisémitisme contre le capitalisme. Ce sont des gens qui ne sont pas des universalistes, ni des internationalistes, ce sont des sociaux-nationaux. Ça, Zef Sternel a très bien montré dans tous ses ouvrages où il étudie la naissance de l'idée d'un socialisme national, que d'autres appelleront le national-socialisme, qui se limite uniquement aux frontières d'un État, d'un peuple, voire pour certains d'une race. Ce ne sont ni des internationalistes, ils sont tout le contraire, ni des universalistes. Donc lorsqu'on est vraiment de gauche, parce que ces gens-là ne sont pas de gauche, la gauche est par définition, elle est universaliste, elle est internationaliste, elle est humaniste et elle épouse le genre humain. Lorsque l'on est vraiment cela, les notions de racisme, d'antisémitisme, de sexisme n'ont absolument aucun sens. C'est une révulsion. Ah, mais ça m'énerve. C'est un dégoût physique. L'origine ne protège de rien. C'est pas parce qu'on est. Je me fais l'avocat du diable. Puisque le chat dit ça va être un entretien d'anthologie. Chapoutot donne tout. C'est ce que les gens disent. Mais moi, je veux qu'il donne encore plus. Donc, quand il commence comme ça, là, ça devient chaud. Là, c'est le moment où je comprends plus rien à ce qui se passe. On pensait. Mais là, je me fais le relais. On fabrique des armes intellectuelles tous ensemble, les gens du chat, vous et moi. Voilà. Oui, l'origine ne protège de rien, ce n'est pas parce qu'on vient de la gauche, qu'on est de la gauche, qu'on ne peut pas, à un moment donné, vriller. Et la notion même d'origine, elle n'a rien à voir avec la gauche. Moi, si on doit parler d'origine familiale, moi je viens d'un milieu de droite. Ça se voit parfois. Ah bon, c'est gentil. Mais l'origine n'a rien à voir avec ça. Le fait d'être de gauche, c'est une démarche intellectuelle. Okay, et c'est l'immense mérite. C'est pour ça qu'ils sont détestés. J'adore parce que même Mick elle est en train de péter un plomb, elle envoie des putains de sorts de zinzin. Ses compagnons de route, même s'ils ont pris leur distance aujourd'hui, c'est leur immense mérite d'avoir dit que, rappelez, que c'est un travail, il faut lire, il faut penser. Parce que, je cite à nouveau cette petite phrase du philosophe Alain, qui est très juste, la pente elle est à droite, elle est toujours à droite. L'avachissement, la fainéantise, l'abandon au... Allez, c'est bon, ça passe à la glace maintenant. Ça peut pas changer, ça a toujours été. Putain, il passe à la foudre. Je comprends rien. Dans la... Comment dire, dans la vulgarité, avec entre ça et les attaques de ma mimique qui font de la glace, de l'électricité en même temps, je comprends pas. C'est vraiment un travail quotidien, et parfois y compris contre soi-même, contre ses préjugés, contre ses premières idées spontanées. Et donc, lorsque l'on fait vraiment ce travail-là... merde, il m'a eu. Évidemment qu'on est prévenu contre cette lèpre intellectuelle et morale que constitue l'antisémitisme ou le racisme, bien entendu.
Florent Calvez, dans le chat, vous demande: pensez-vous que nous sommes dans une époque où les gens dopés à la dopamine, Vas-y, je vais la voir, ce bâtard. des chaînes d'infos, ont envie de sang au-delà même des convictions politiques? Y a-t-il d'autres époques semblables, pertinentes? Alors, je ne sais pas si c'est une question de dopamine, parce que j'observe que aujourd'hui, sur les plateaux, oui, mais il attaque dans tous les sens. À faire à réhabiliter la sociobiologie par les sciences cognitives, par une espèce de génétique sociale, donc à ramener tout à un PNJ en moins. des corps que l'on pourrait influencer par la bonne dose de chimie. Ok, ça va le faire, ça va le faire. Chimie symbolique sur les plateaux de télé. Là, bon, je sais pas merde. Si bon, c'est vraiment les bons termes. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est ma mimique. c'est très juste, c'est que c'est ma mimique qui a tout fait le boulot. Vous avez un paysage médiatique à l'unisson qui ne pose pas les vraies questions et les bonnes questions. Qui fait du sensationnalisme imbécile. Alors à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux, c'était pas la télé. Permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme. Son homonyme par l'intermédiaire de rouge. Qui tapait sur les juifs, ah oui, ok, c'est un sur souvenir. les étrangers, et qui tapait sur la République, la presse Dugenberg dans les années 20, évidemment, aux mêmes causes, les mêmes effets. C'est-à-dire, quand vous saturez un espace cognitif, public, par les mauvaises questions, par des idées dégueulasses et par des raisonnements frelatés, forcément, vous aboutissez au résultat logique. Elle ne répond plus aux prières éplorées de la vieille femme. La vieille femme, c'est celle que j'ai croisée tout à l'heure. Des différentes têtes de liste. Enfin, c'est le PNJ. Et Bardella domine de manière éhontée. Il est deux la puissance des tempêtes de son porteur ainsi que sa force, sa dextérité. Mais diminue la puissance des feux sacrés. De fait, c'est quoi c'est une tête. La bêtise, la violence du Rassemblement national correspond mieux à une certaine télé qui va jouer le moins-disant culturel et social. Mais aussi parce que ça correspond à ses intérêts à la fois sociaux et financiers. Parce qu'on le sait maintenant, ça a été ça montre la force montré et prouvé par les votes du RN à l'Assemblée, par les votes du RN. Je sais même pas combien ça la montre, parce que du coup je suis au max. Le RN vote toujours pour l'injustice sociale, pour l'injustice Pourquoi sociale, je suis à 95 contre les droits des femmes, contre les droits des faibles, contre les droits des étrangers, toujours. Il vote toujours avec la Macronie. Le bloc réactionnaire, autoritaire, national autoritaire et le bloc bourgeois sont d'accord sur à peu près tout. Je voudrais qu'on parle de 36, évidemment. J'ai beaucoup de questions avant. Je suis repassé à 95. Enfin, une qui me vient à l'esprit. Alors, c'est vrai que d'un côté, on pourrait... Vous avez combien de temps? Je vais juste voir. C'est vrai qu'on peut tout à fait... Ok, ça augmente juste de 4. La puissance des réseaux sociaux. La force, sociaux, la Dex et puis les dégâts des réseaux sociaux, avec la carte de l'extrême droitisation du monde. Là, il n'y a rien d'autre à choper là de Trump à Orban. Donc c'est pour ça que je demande comment on peut lutter contre cette démagogie, comme l'appelle que vous dénoncez, que vous expliquez. Comment on peut faire? C'est-à-dire qu'on pensait avoir 3 ans, on a 3 semaines. Ah, attends, il y a un truc. J'avais pas vu qu'il y avait un électrochoc qui a permis une réponse. J'allais dire, mais attends, c'est fini. François Ruffin qui parle tout de suite de Front Populaire à la télévision et les partis de gauche qui reprennent tout de suite cette idée-là, en mettant d'ailleurs les rancœurs à la rivière de manière ultra responsable. Ils ont encore tous une porte été à la hauteur. C'est celle-là, il y a encore un boss. Du moment historique. Bon, je parle pas de Glucksmann qui évidemment, lui, macrono-landisme rebouilli, si vous voulez, et c'est normal qu'avec les Cazeneuve, les Valls et tous les, tous les spectres, si vous voulez, de la Hollandie, c'est-à-dire ceux qui a produit... Enfin, je parlais de Wayne de manière générale. Ils soient contre, mais ça c'est normal, ils sont de droite. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant de voir le nombre de gens qui sont de droite, qui vous disent « plus jamais je voterai à gauche », mais je vais voter à gauche, en fait. J'inclus un Glucksmann également, parce que moi je ne sais pas. J'adore comme il fait le pressing sur Glucksmann. De gauche, puisque les luttes sociales. Ah mais attends, c'est les droits des plus faibles, ils s'en fichent. Ouais, attends, mais c'est pas fini. Généralement et fiscale, ils s'en fichent. Au moins, on doit la rafraîchissante candeur d'un Glucksmann nous avoir dit les choses clairement. On peut lui reconnaître ça. Il a dit moi, atteindre la divine faire des manifs contre les allongement du départ à l'âge de la retraite, ça ne me fait pas vibrer, dit-il. Je vais péter un plomb, le DLC. Et c'est normal. Parce que lui, il n'y a pas à être beau comme ça. Sa fortune personnelle, familiale, ses réseaux, il n'est
a besoin du système de retraite universel par répartition. Il n'en a pas besoin, donc évidemment il ne va pas manifester pour ça, il va pas Le lore, en fait j'ai une connaissance un peu vague. L'impératif catégorique universel. On pourrait dire de qu'un homme plaider de pour gauche, ça. précisément, Mais ça, pourrait j'ai aller trop raison. manifester pour les autres. Mais il n'est pas de gauche. C'est ça. Il n'est pas de gauche. Voilà, C'est QFD. L'EDA. Donc on entend des gens comme ça dire « Ah ben c'est fini, je voterai plus Portée jamais à divin se gauche trouve dans la Mais tour scellée par on les jamais sombres. voter à gauche, donc ça c'est pas grave. Là il faut Pas rester entre gens sérieux, entre adultes, et de fait, on a Je pu suivrai voir les que croix à l'est. Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Ok, Manuel donc on est bloqué. Bompard, Marine Tondelier, et puis tous les grandes voix, toutes les grandes voix de la France Insoumise, François Ruffin, Clémentine Autain, Clémence fouille juste Guettet, au cas où, Sarah hein. Legrain, ils ont toutes et tous été au rendez-vous. Et vraiment bravo pour ça, parce que c'était pas évident. Et c'était pas évident, comme ce n'était pas évident en 1936, parce que je peux vous assurer que pour faire l'union entre la SFIO à l'époque, Parti radical d'Édouard Daladier, et le PCF de Maurice Thorez, était sur une ligne ultra stalinienne. C'est vraiment beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Voilà. Donc bravo à eux. On va parler de ça justement. Ouais, c'est ça, je vais voir la quelqu'un doyenne. parle de Sandrine Rousseau, impeccable. Sandrine Rousseau sera au poste la semaine Ouais, prochaine. c'est le premier boss major. Alors Faudra là, que j'aille récupérer Et son sa arme, petite sortie face à Ciotti hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, devant le siège des Républicains en lui disant « honte à vous », c'est quand même un morceau de bravoure, quoi. Voilà, Et de courage. J'avoue, masterclass de Et Sandrine courage Rousseau, ce physique moment-là. aussi, hein. bien sûr. Parce qu'il faut voir qui sont ces gens-là, par qui ils sont entourés. Donc non, vraiment, bravo. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Alors, la sur le monde Vioque, des médias on la dans ramène les années plus 30, maintenant. dans les années 20-30, il y a, sur le rôle des médias ou l'anti-rôle, il y a les travaux de Daniel Scheinerman qu'on avait reçus. Pour ceux que ça intéresse, ce sera C'est tout c'est en replay. Alors, je voudrais qu'on termine sur les médias parce que je vois que ça vous tient à cœur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi Tous les une vieilles. façon du monde intellectuel que nous représentons, de penser que les gens ne votent pas par eux-mêmes, ne pensent pas par eux-mêmes, qu'ils sont manipulés par les le médias, lore des alors sources, qu'en c'est réalité, très, ils font face à il y a une beaucoup de réalité trucs sujets à interprétation. extrêmement dure Donc, et à laquelle ils n'ont aucune réponse. Des gens qui vivent mal, voilà, bref, qui sont dans la merde. Et est-ce que d'attaquer bille en tête Bolloré, évidemment, faut le faire, mais est-ce que là on n'est pas hors sol? Non, parce que le sol, justement, il est fécondé par des idées. Lorsque vous êtes dans une situation sociale difficile, vous vous posez des questions sur les portes de sortie. Les portes de sortie, elles vous sont offertes. Que j'ai le choix par, du coup entre eux. De fait, des médias qui vous proposent des idées. Et quand ces médias-là ne posent pas les bonnes questions et ne donnent pas les bonnes solutions, parce que au lieu d'inviter Cendre de guerre, Félicien Faury, écrasement glacial, qui fait je prends lequel magnifique des motivations de l'électorat FN, ils vont inviter Christophe Barbier ou François-Olivier Gisbert, au secours. Évidemment, on aura boomer, comme on dit maintenant, ils vont bavasser. Bon, écoute, je déciderai plus tard. N'importe quoi, et en Ça me fume, j'ai tous les. sollicitant, je ne sais pas quel institut de sondage, en carton, géant de feu que j'ai en qui 4 va fois. leur sortir les chiffres qu'il faut. Alors Faury, c'est il pas était là, sérieux. Oui. et il était ici sur ce canapé. Magnifique travail, comme Bruno Amable, comme Stefano Palombarini, comme Hugo Paletta. Il était là hier. Mais qui font tous et toutes un travail absolument magnifique. Oui, mais- Et pour les médias, Bref, d'ailleurs, j'aimerais juste citer deux références. On parlait de Daniel Schneiderman et ce qu'il fait avec Arrêt sur Image est très important. Et du côté universitaire, on a Christian Delporte. Voilà. Oui. Je vais aller faire Christian un petit Delporte, tour. qui est un très Heureux. grand historien. J'allais des voir tous les médias. PNJ en fait. Et on a également ce collègue de Reims dont... Malénienne ou pardon, Game Plus 7, c'était pas si dur que ça. Ouais. Le nom Elle m'échappe, me touchote. mais il a publié un livre qui Donc s'appelle ça va. Jupiter et Mercure, qui fait l'analyse. En vrai, Malénia, elle fait mal, qui fait mais, toujours mais le saignement, de c'est l'extrême ultra droite cheaté contre elle. et du bloc Tu prends bourgeois, les doubles lames les deux se d'Éléonore rejoignant, x2, Eurial, En si power tu peux noter, stancing, Christian fous la Delporte mimique qui est, fait pareil. l'auteur de... et tu spams de Jupiter et les Voilà, on va les écouter. attaques et tout, et laisse tomber, elle. Et on est Elle meurt en 2 Et secondes. pardon à lui parce que le nom m'échappe, mais la C'est- mémoire c'est pas est grave. entamée par la c'est fatigue. c'est pas grave. Alors, parlons Ok. en fait de 34, puisque le Front Populaire c'est 36, Je vais mais acheter ces tout trucs. démarre en 34. Tout démarre après le 6 février 34. Ça me servira sûrement à rien. C'est-à-dire la menace fasciste, là, les ligues fascistes qui manifestent à Paris, au pied, sur la place de la Concorde et au pied de l'Assemblée nationale. Et là, justement, il y a Allez,
tous les courants de gauche. Bah alors, t'as plus rien à me vendre. Tu comme sers à quoi? Se mettre d'accord. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors là, je parle en relayant les travaux de Serge Volikov et de Jean Vigreux sur le Front populaire. Ce qu'il se passe, c'est que de fait, la manifestation anti-parlementaire du 6 février 1934 fait tomber le gouvernement. Parce que Édouard Daladier, qui vient pourtant d'être investi par la Chambre des députés, décide, face au carnage, il y a plus de 15 morts dans les rues de Paris, de démissionner. Daladier, à l'époque, il est... Alors Daladier, très intéressant, c'est un radical. On elle a une armure endommagée. Parler du parti radical parce que son histoire est très intéressante. Elle éclaire beaucoup de choses. L'histoire du PS aujourd'hui, je trouve. C'est un membre du parti radical. C'est un vrai homme de gauche, Daladier. Il est fils de boulanger à Carpentras. Il a été boursier. Il a été le plus jeune agrégé de France, agrégé d'histoire. Il a été combattant pendant la Première Guerre mondiale. C'est un ancien combattant héroïque de la Grande Guerre. Et c'est un homme vraiment de gauche et qui incarne l'aile gauche du parti radical, sachant que quand on voulait faire une carrière politique, à l'époque, c'était le PS il y a 10 ans, dans les années 20 et 30, le véhicule, c'était le parti radical. Donc il est allé là. Qui sont les centristes de l'époque, c'est ça? Alors, justement, l'histoire est intéressante parce que le parti radical, comme son nom l'indique, il a été radical. L'autre homme. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est barré. À la fin du Second Empire et pendant les débuts de la Troisième République, c'est vraiment l'extrême gauche, le parti. Ce sont des gens qui veulent la République, à une époque où être républicain, c'était être d'extrême gauche, sous le Second Empire, et ensuite qui ont voulu l'école gratuite, laïque et obligatoire, ce qui scandale à l'époque, qui ont voulu la laïcité, ce qui était un scandale à l'époque, qui ont encouragé la création du ministère du Travail, des embryons de droit du travail que l'on crée à la fin du 19e siècle. Et il se trouve que c'est un parti qui ensuite a été déporté vers le centre, parce qu'au fond, avant 1914, son programme est fait. La laïcité, c'est bon, l'école gratuite, laïque et obligatoire, c'est bon. C'est même le Parti radical qui a tenté les premiers linéaments d'un impôt sur le revenu en 1913. Et pendant l'entre-deux-guerres, c'est quelque chose. Enfin, c'est un parti qui s'est un petit peu. Nous ne sommes pas des divinités. Ah oui, on n'est pas des divinités. Nous, on tue les divinités, genre. C'est très très comparable au PS, parce que. Ok, lui, il n'a pas bougé. Il dit toujours la même chose. Un parti plutôt bourgeois, un parti d'élus, un parti de cadres, où s'affrontent une aile gauche, Daladier, et une aile droite très puissante autour de gens comme Georges Bonnet, par exemple, qui seront des admirateurs convaincus du Troisième Reich, qui sont des antisémites rabiques, par ailleurs. Il y a vraiment à boire et à manger. Acheter ces trucs. Mais voilà, pour la situation du 6 février 1934, Daladier démissionne le 7 au matin. Et ce qu'il se passe, c'est que on a une gauche ultra divisée, mais alors infiniment plus qu'aujourd'hui, parce que la CGT était fracturée en deux, la SFIO s'était fracturée en deux entre les socialistes et les communistes, sur le fondement... C'est ça, la fracture, c'est les léninistes d'un côté, enfin les communistes d'un côté, et les socialistes de l'autre, c'est ça. La fracture, elle s'est faite en 1920, sur les 21 points du Comintern, les 21 points de Lénine. Est-ce qu'on adhère au Comintern, c'est-à-dire à l'Association communiste internationale? Est-ce qu'on veut la révolution? Bon, mais maintenant... Alors, d'un côté, il y a les maintenant, la question, c'est est-ce que je vais là? Qui décident de rester sur une ligne sociale réformiste. Donc c'est les socialistes. En bas ou en haut? C'est CGTU. Ou est-ce que... Ah si, là. Faut que j'aille là peut-être. Vous avez la CGT. Je peux encore aller là. Parti, la SFIC. D'ailleurs, ça, je sais pas comment on peut y avoir accès, communiste, cet endroit-là. Qui est beaucoup plus favorable à une ligne révolutionnaire. Donc je crois que je vais aller là. Le fossé était béant entre les deux. Infiniment je sais pas. Entre LFI et je suis bien attiré par... Infiniment plus. Et pourtant... Alors les appareils ne voulaient pas s'unir, mais c'est la base qu'il a imposée par des manifestations. Ça se fera jeudi comme d'hab. Le 9 février, puis en le même temps que 1934, où les cortèges opposés des deux fractions de la CGT se rejoignent, où les cortèges des socialistes et des communistes se rejoignent, et là les appareils se disent il est en train de se passer quelque chose. Johan, petit souvenir d'avant-hier. J'étais je voulais faire un autre truc. Où il y a le QG des Verts, où se tenait la réunion des partis, qui vers 22h30 annonce que le Front Populaire est né, le Front Populaire de zéro est né. Et je discute après, et à ce moment-là, il y avait des centaines de jeunes. C'était vraiment des jeunes qui étaient là, qui réclamaient l'union. Et en lisant votre article hier,
Vraiment, j'ai pensé, tiens, c'est comme en 34. Attends, j'avais pas des gants empoisonnés ou un truc comme ça force les appareils. Ah oui, non, c'était des points. Et il se trouve que on me dit, en effet, alors à ce moment-là, j'ai plus de batterie, je viens d'interviewer Tondelier, et on me dit, c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre qui travaille avec elle, qu'en effet, le fait que des jeunes soient venus et scander pendant 2 heures l'union, ça les a forcés à sortir un truc plus vite qu'ils ne voulaient. Voilà, petite anecdote. Mais complètement. Et Marine Tondelier l'a dit d'ailleurs à la presse. Hein, c'est ah merde, ça fait un décalage. Attendez, je sais ce qu'il faut. Je sais ce qu'il faut faire quand il y a un gros décalage comme ça. Ce qui d'ailleurs rappelle, de Clébar militaire de Larère et l'usine Mantini juste que je fasse un truc incessamment depuis lundi, que l'union s'est faite à gauche et le Front populaire a pu non seulement gagner les élections, mais faire un programme de gauche sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. Hein. Congé payé, c'est eux. Bon. Parce qu'il y a eu un mouvement social puissant. Tiens, je vais monter celle-là. L'occupation d'usines. Donc, c'est un tout. Clémenceau disait la révolution, c'est un bloc. De fait, là, c'est un tout. L'union à gauche, elle se fait également par les ONG, par les associations, par la base citoyenne, par les syndicats. Et de ce point de vue-là, un immense bravo à Sophie Binet, également. Sophie Binet, qui est quelqu'un de brillant, je trouve, et qui, elle aussi, a tout de suite été à la hauteur de l'histoire, tout de suite a été à la hauteur de l'événement, en appelant au Front populaire et en disant que la CGT, le mouvement syndical, participera à cette œuvre-là. Et ça, vous avez lu son livre sur le CNR, le Conseil national de la résistance? Non, je n'ai pas. Il est très bien, et elle est venue en parler, et c'était très bien. Trop court, mais c'était très bien. C'est quelqu'un de brillant, Sophie Binet. Je veux dire. Elle a blasphématoire, c'est celle de du personnage Ricard. politique en Macronie, cheatée de fou. Au RN, des gens qui ont qui ne savent même pas ce que c'est qu'un livre, qui ont une distance, voire un mépris pour la lecture, pour l'écriture, pour la réflexion intellectuelle, parce que c'est des gibiers de BDE, parce que ce sont des gens gibiers de BDE. qui sont intéressés que par la vulgarité, le fric, le matérialisme, etc. Quand vous voyez ça, et quand vous voyez l'extrême qualité, l'extrême dignité... non, je ne monte pas en plus 25 parce que c'est limité le nombre de... Jean-Luc Mélenchon, de Pierre, Alexis Corbière, François Ruffin. Là, on a affaire à des gens qui... Non, mais c'est important. Oui, mais on va vous répondre. Pardon, oui, on va vous répondre, mais pas du tout. Ce sont des gens qui sont pour le bordel, ce sont des gens qui sont pour le désordre, ce sont des gens qui sont pour qu'on mette le feu aux poubelles. Non, mais c'est une blague. Non mais ça fait partie des... C'est comme l'antisémitisme. Ça fait partie des croque-mitaines là que on agite sur les plateaux, mais qui ne correspondent à rien. Quand Darmanin, Macron et d'autres parlent de la bordélisation du pays, d'ailleurs, on remarque que lorsque Macron a fait son allocution, il a dit « Je fais ça contre le désordre ». Et évidemment, le désordre, c'est les filles, c'est pas du tout le RN. Hein, bon, pas du tout les associations de fachos qui font le coup de poing dans les centres-villes. Pas du tout, ça va. D'ailleurs, on voit que lorsqu'il y a des manifestations de fascistes en pleine rue à Paris, l'accompagnement policier est tout à fait agréable, amène et courtois. Hein. Par contre, quand il y a des antifascistes qui défilent, alors là, ils se font défoncer à coups de LBD. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais la bordélisation du pays, c'est Macron quand même. Oh merde, non. Qu'est-ce qui précipite les gilets jaunes? C'est un petit je les ai mis plus 25. Qui couvre son petit copain Benalla, un voyou complet. En plus, j'ai mis plus 25 un bouclier, putain, je suis trop con. Faut que je range mes... frapper les gens dans la rue le 1er mai 2018, qui est couvert par un irresponsable. Moi, je comprends pas que des gens intelligents qui avaient pu voter Macron par... je les mets dans le coffre, comme ça, je les utilise pas. Détaché immédiatement de ce type dont on voyait qu'il était, je reprends le mot de François Ruffin, taré. Parce que pour un gardien des institutions, un gardien de la paix civile, dire « le responsable c'est moi, venez me chercher », mais j'en ai 52. Qui a provoqué, pour le coup, la bordélisation du pays. Regardez en Nouvelle-Calédonie, ce que l'ignorance, 52, 31. bêtise, le mépris New Game Plus, mon gars. Ont provoqué. Presque 40 ans de paix foutus en l'air pour des histoires de tambouille électorale locale, pour se gagner le soutien des... non mais c'est pour... je vais être sûr de ne pas faire de mauvais choix, tu vois. Vote Macron en rang serré. Voyez ce que ça donne. C'est eux, les bordélisateurs. Qui est-ce qui désorganise tout? Qui est-ce qui détruit le service public scolaire? Qui est-ce qui détruit le service public hospitalier? Qui est-ce qui met sous tension de manière irresponsable les forces de police et de sécurité au moment des JO? Parce que ils ont un petit peu oublié les calendriers. Mais la rentrée de l'Assemblée nationale, ça va se faire jusqu'au 1er août. C'est-à-dire précisément dans un périmètre
où il faudrait des QR codes. Mais comment on va faire avec plus de 1000 assistants parlementaires, plus de 500 députés? Qui sont les bordélisateurs? Ce sont des gens qui, pour le coup, eux, sont complètement déconnectés. On va prendre une métaphore informatique qui leur va très bien, parce qu'ils ne cessent de parler de logiciels, de se ravaler eux-mêmes à la dignité de machines et d'ordinateurs. C'est eux les bordélisateurs. Revenir à 1934-1936, mais c'était un bon passage. C'est une bonne émission. Une bonne émission. Il y a beaucoup de monde. Ça donne des armes, ça donne des armes. Alors, je reprends donc le Front Populaire, c'est les congés payés, vous l'avez dit, c'est les droits syndicaux, c'est la semaine de 40 heures, c'est tout un tas de choses. Je fais vite, il y a donc le peuple de gauche qui fait pression sur les appareils. En 1935, il y a les premières élections législatives municipales, voilà, qui sont remportées par la gauche. Oui. Et puis ensuite, il y a 1936. Putain, je suis mort contre un petit troll à la con. Qu'est-ce qui se passe en 1936 avec ce qu'on avait choisi, c'était d'avoir lancé le DLC en New Game Plus. Non, c'est un très bon choix. Moi, je suis un vrai gamer. Mais dans votre article de... Il y a les deux. C'est les deux qui existent. Il y a les deux expressions. Ça, c'est une formule que l'on trouve chez Emmanuel Mounier, qui était un chrétien-démocrate, un centriste, hein, et qui, en février 1938, écrit dans la revue Esprit, chrétienne, hein, donc c'est vraiment pas des gauchistes, hein, ces gens-là, écrit dans la revue Esprit, on entend la bourgeoisie française murmurer plutôt Hitler que le Front Populaire. Et il caractérise véritablement ce que Palombarini et Amable appellent le bloc bourgeois, ou ce que Paul Hellec appelle l'arc réactionnaire, c'est-à-dire le choix qui a été fait par les possédants de privilégier la droite extrême et l'extrême droite contre la gauche qui, à Dieu, est vraiment une abomination. Mais c'est exactement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de droite et sur les plateaux télé depuis lundi soir. Parce que le Front Populaire, il faut rajouter à toute la liste que vous avez énumérée, qui est très juste, un élément supplémentaire qui est la dignité retrouvée. La fierté et la dignité retrouvée pour des gens qui étaient écrasés par le capitalisme, qui étaient humiliés par la crise, la fierté d'être à nouveau quelqu'une ou quelqu'un. Et ça, c'est la philosophe Simone Veil, après Simone Veil, donc philosophe dans les années 30, qui avait décidé... L'autre n'est pas fausse non plus, quand même. En tout cas... la fatigue. C'est cette Simone Veil-là qui... Celle avec le W, on peut dire. Avec le W, voilà. Qui a, pour le coup, décidé d'être une établie, c'est-à-dire de travailler en usine et de vivre conditions sociales, physiques, morales des ouvriers, des derniers à l'époque. C'est ce qu'elle a fait, et elle parle de 1936 comme d'un moment de fierté retrouvée. Ce que la droite conspuait sous l'expression salopard en casquette. Salopard en casquette, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces ouvriers qui, subitement, je cours tout permis, ça y est, avec leurs casquettes, leurs salopettes, ils ont pris possession de l'outil de travail, ils occupent l'usine, ils ont séquestré le patron ou ils l'ont fichu dehors. Allez, et ça, c'est inacceptable. C'était un traumatisme terrible pour la droite et pour les possédants du Front Populaire. J'avais peur. Et on en parle encore. Bon, en fait, ils t'ont des trucs à la con quand même. J'ai connu des gens de 80 ans, 90 ans, qui étaient des bourgeois et qui se souvenaient traumatisme de juin 36, où ils ont vu qu'ils n'étaient plus les chefs, au fond. Et c'est pour ça que la réaction a été aussi violente. C'est pour ça qu'en 1938, c'est ce que j'explique dans l'article de Libé, le Parti radical se retourne, comme il l'a fait en 1926, comme il l'a fait en 1932, 1934. Il se retourne vers la droite. Il fait alliance avec la droite à ce moment-là. Il met Paul Reynaud, qui est un ultralibéral, aux finances. Daladier décide d'épouser une politique sécuritaire, libérale, de droite, ouvre les premiers camps de rétention pour les réfugiés espagnols qui ont fui le franquisme, et où vont être incarcérés ensuite les anti-nazis autrichiens et allemands qui avaient fui le nazisme et qui se retrouvent incarcérés en France par la République française. Hein. Il faut sauf le mien. Moi, j'ai un patron très politique de répression, politique de désagrégation des acquis sociaux, mais qui était voulu par une droite ultra revancharde, qui voulait laver l'affront de 1936. Et face à ça, face à 36, c'est-à-dire face
aux communistes qui soutiennent le gouvernement, face à la CGT toute puissante, face à un juif socialiste qui est chef de gouvernement et qui fait les congés payés, qui relève le salaire minimum, qui fait les accords d'entreprise, etc. Face à ça, vous avez Hitler. Et il faut bien se souvenir, et je ne cesse de le répéter, que dans la perspective des années 30, pour la droite, pour le bloc bourgeois, Hitler, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de raisonnable. C'est quelqu'un avec qui on peut parler et à qui on peut faire affaire au sens littéral du terme. Regardez les Citroën, les Renault, etc. Ils se précipitent tous en Allemagne à cette époque. Pourquoi ? Parce que ce que fait Hitler fondamentalement dans les années 30, avant la Shoah, qu'est-ce que c'est ? C'est une politique de régénération sociale, de réarmement moral, terme qu'on a un petit peu entendu ces derniers temps. Et c'est une politique qui détruit la gauche la plus ancienne, la plus puissante, la plus structurée au monde, la gauche allemande, le SPD, le KPD, les syndicats allemands, qui sont balayés en quelques semaines. Et dans ce contexte-là, comment ça ? C'est quelqu'un qui adresse des commandes massives à l'industrie d'armement allemande. C'est-à-dire les fondamentaux de l'économie. L'acier, le charbon, les pétroles, la chimie, la pétrochimie, l'électricité. Et qui fait retravailler tout cela pour équiper une armée qui va passer de 100 000 hommes à 3 millions, puis à 5 millions d'hommes. Donc, les besoins sont immenses. Donc dans ce contexte-là, l'Allemagne est redevenue, peut-être plus qu'elle ne l'a jamais été, une zone optimale d'investissement. C'est-à-dire que pour les investisseurs étrangers, quand on met son argent en Allemagne, on sait qu'on aura un retour sur investissement. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de syndicats, les trains arrivent à l'heure et les commandes d'armement sont massives. C'est pour ça que, évidemment, toutes les bourgeoisies occidentales ont évidemment fait le choix d'Hitler plutôt que de Blum. Les affaires ont été fructueuses avec les nazis jusqu'au début de la guerre, et pire que ça, parfois même après la guerre. Parce que les États-Unis, enfin les investisseurs américains continuent à mettre de l'argent en Allemagne après 1939, après 1940, et même parfois après 1941, c'est-à-dire après même l'entrée en guerre des États-Unis. Vous écrivez dans votre chronique publiée hier dans Libé que les libéraux, entre guillemets, libéraux et l'extrême droite ont toujours le même ennemi, la gauche redistributive. Donc là, on peut plaquer 36, 2024 ? Absolument. Et bien sûr, les structures sociales et les intérêts des acteurs sociaux n'ont pas beaucoup changé, au fond. En analogie, évidemment, il y a eu beaucoup de mouvements, c'est plus les mêmes, etc. Mais les questions... Mec, quand même, je veux bien écouter des trucs, mais... on partage des richesses ou pas ? Est-ce qu'il doit y avoir un État-providence ? Est-ce qu'il doit y avoir des services publics ? Est-ce qu'on ne doit pas tout abandonner à la nature, comme disent les darwinistes sociaux, et au fait que, écoutez, ceux qui sont pauvres, c'est moi qui sont malades, sont promis à la mort, et c'est normal, c'est la loi naturelle, ou est-ce qu'on doit au contraire dire que tout ça, c'est des constructions sociales contre lesquelles on doit aller pour établir la justice par humanisme et par humanité, simplement par logique, si vous voulez. Donc, les questions sont toujours les mêmes, et les acteurs sociaux sont tout à fait comparables. Vous avez toujours une bourgeoisie d'affaires. Mais vraiment, c'est une arme de merde, ça. Qui a un certain agenda, comme on dit maintenant, qui n'est certainement pas prête à partager quoi que ce soit. Regardez à quel point ils sont insatiables, ils n'en ont jamais assez. Celle-là, elle est simple, au moins elle fait des dégâts. 160 à 200 milliards d'euros d'argent public par an pour aider une économie privée. Il redistribue ensuite 100 milliards d'euros à ses actionnaires et qui va hurler à la perspective qu'à la gauche de revenir sur la flat tax créée par Macron ou de recréer un ISF. C'est délirant. Dans ce contexte-là, si vous voulez, les situations sont toujours comparables. Je sais pas ce que je mets comme libéraux, je les mets entre guillemets parce que... Et l'âme revers, j'aime quand même beaucoup. Pas des libéraux au sens politique du terme, ce sont des libéraux au sens économique du terme. Des gens qui sont, pour aller vite, pro-business et pro-intérêt privé. Ces gens-là s'accommodent très bien d'une absence totale de libéralisme politique. Regardez le choix des penseurs néolibéraux dans les années 70 qui applaudissaient Pinochet. Bien sûr. Et avant ça... Les Chicago Boys et tout ça. Et regardez, avant ça, en 1922, qui met Mussolini au pouvoir ? Contrairement à ce qu'on dit, l'extrême droite n'arrive jamais au pouvoir électoralement. Elle n'y arrive jamais. Mais par contre, on la met au pouvoir
Qui met au pouvoir les Mussolini? C'était les libéraux Oh italiens. tiens, grand Qui met katana au de chasseur pouvoir dragon. Hitler? À un C'est moment bien, d'ailleurs où ça. les nazis sont en train de s'effondrer électoralement. Ce sont les libéraux autoritaires autour de von Papen, Vas-y, je vais mettre celui-là. qui est à l'époque un des plus hauts responsables politiques, qui a été chancelier jusqu'à très récemment, et toute son équipe de juristes, d'économistes, d'idéologues, qui veulent ce qu'ils appellent le nouvel État, d'un Neue Staat, c'est-à-dire l'absence c'est de stylé. démocratie. À l'époque, c'était le 48-2, aujourd'hui c'est le 49-3, et une politique de l'offre par la subvention massive d'argent public aux entreprises privées. C'est fascinant, moi j'ai fait une expérience récemment, j'ai mis sous les yeux de mes étudiants un discours de von Papen tenu alors qu'il était chancelier en novembre Ah, j'avais pas vu que c'était 1932 un nouveau l'association truc. de patrons. C'est du Attal, Macron, le maire dans le texte. Le risque d'entreprendre, nous aimons l'entreprise, nous menons une politique de l'offre, la meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi. Enfin, c'est transposable terme à terme. Et ça va, comment dire, cette affinité élective entre les libéraux autoritaires, dont nous avons des caricatures en France depuis 2017, et l'extrême droite, elle remonte non seulement historiquement à très loin, mais idéologiquement elle est très profonde, parce que fondamentalement, ils partagent, vous voulez, la même vision du monde, si vous voulez. Social-darwiniste, la vie est un combat, la survie du meilleur, la sélection naturelle, ils ont... Et Macron, hein, quand il parle de ceux qui ont réussi versus ceux qui ne sont rien, c'est du darwinisme social pur, c'est un imaginaire de la lutte, de la concurrence, de la compétitivité, et c'est, au-delà du darwinisme social, un univers mental totalement sordide. C'est glauque, ça fait de la peine pour eux. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un Attal, d'un Macron, d'un Darmanin? Vous imaginez un peu le monde mental dans lequel ils vivent? La vie qu'ils ont, ces gens-là. Chapoutot, il est vraiment en mode... Pour promouvoir Il est vraiment en mode, il veut abattre vision l'ennemi, là. aussi sordide des rapports sociaux, de la société. C'est terrible. Ces gens-là sont habités par un imaginaire morbide, macabre. Ça se voit d'ailleurs très clairement dans leur rapport au vivant et à la question de la destruction, de la dévastation du monde. Eh, vas-y. Ils en ont rien à faire. Parce qu'ils savent pas ce que c'est, que j'imagine s'allonger dans une prairie, caresser l'herbe, regarder le ciel. Ah ouais, le darwinisme social. Respirer un arbre, voir couler une rivière. Ils passent leur temps sous des projecteurs ou à l'arrière de Berlin, entourés par des motards. Mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que cette vie-là? C'est sordide. Je voudrais juste revenir sur Daladier, parce que c'est à lui que je pensais en début d'entretien, quand on parlait de venir de la gauche, et que ça n'était pas forcément une garantie. Donc Daladier, qu'est-ce qu'il va faire ce gouvernement? Donc, il vient de la gauche, du Parti radical, et puis il fait donc ce gouvernement totalement... qualifié de macroniste aujourd'hui, enfin quelque chose comme ça, quoi. Oui, alors c'est important de le dire parce que... Et ça va pas s'arrêter là. J'ai vu un tweet vraiment navrant, consternant d'une ancienne sous-ministre de Hollande, il s'appelle Juliette Méadel, peu importe, de haut fonctionnaire. Juste un petit coup comme ça à la con, il a failli me one-shot. Où elle dit, attention, le Front Populaire annonce les heures sinistres ou funèbres de 1939. Donc déjà, pour elle, le Front Populaire, il n'y a même pas de gloom, il n'y a rien, quoi. C'est nul. Dès que la gauche se met s'allie, ça annonce... Mais ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Non, mais c'est grotesque, parce que... Enfin... Terrible, mais... Il faudrait que ces gens-là ouvrent un livre d'histoire, ou aient moins dormi en cours d'histoire, parce que il n'y a plus de Front Populaire en 1938, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a eu une alliance de réseau entre les trois blocs de gauche. J'arrive à placer une attaque, parce qu'on il tape à côté. Pour pallier les sociétés communistes, aussi beaucoup pour sauver des sièges. Hein. Il y a toujours cette dimension-là. En 1936, il voit très bien que c'est la dynamique unitaire qui permettra de sauver les sièges des députés radicaux et d'en gagner quelques-uns. Mais une fois que tout ça est acquis, et une fois que le Parti radical s'aperçoit que les communistes sont sérieux, et que vraiment ils font des réformes sociales généreuses, toute l'aile droite du Parti radical se rebiffe. Et le dernier cabinet du Front Populaire, c'est le cabinet Blum II, en mars-avril 1938, qui chute parce que la majorité radicale au Sénat vote, emmenée par Joseph Caillaux,
vote contre la demande qui est présentée par Léon Blum et Pierre Mendès France, qui est tout jeune ministre, qui fait partie de ce cabinet, sous-secrétaire d'État au Trésor, je crois, la demande qui est faite d'obtenir les pleins pouvoirs financiers, c'est-à-dire une délégation législative qui permettra au gouvernement Blum, Mendès France et autres de faire une véritable politique de gauche. Donc ça, les radicaux disent non. Et à partir de ce moment-là, on appelle la principale figure de gauche du gouvernement de Front Populaire, qui est Édouard Daladier, ministre de la Guerre, France, pour former un gouvernement, ce qu'il fait, et lui, il raisonne avec les équipes politiques. Il a vu que le vent a tourné. Vas-y, je regarde. Il a vu que internationalement, le vent a tourné aussi. Franco est en train de gagner la guerre. Les fascistes sont en train de gagner un petit peu partout. Envoie-la moi sur Discord plutôt. De faire un revirement vers la droite. Ce que, encore une fois, le Parti radical a fait à de multiples reprises dans les années 20 et dans les années 30. Et donc, lui, il met Paul Reynaud à la justice d'abord, mais très rapidement, il le met aux finances. Et là, on revient sur les acquis sociaux de mai-juin 1936. Dans l'idée de Daladier, c'est au nom de la guerre. Et ça, c'est très important, parce que Daladier est quelqu'un qui a été vilipendé. C'est lui qui a signé quelques semaines plus tard les accords de Munich. Et il faut bien voir que Daladier ne voulait pas les accords de Munich. Lui, Daladier, voulait résister par les armes à Hitler. Parce qu'il avait compris, c'est un historien, c'est un ancien combattant de la Grande Guerre, il a compris qu'avec Hitler, on avait affaire à quelqu'un qui n'était pas du tout fiable. Sauf que Daladier, il a tout contre lui. Il a l'armée française qui veut pas y aller, il a l'opinion publique tout à fait exaltée. Premier sondage IFOP tombe au moment des accords de Munich pour montrer que 2/3 de la population française... Les sondages IFOP nous cassaient déjà les couilles à l'époque. On les comprend. C'est 20 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il a l'opinion publique contre, et il a les Anglais contre lui, puisque Chamberlain est persuadé que, avec de la raison et du bavardage, on peut raisonner Hitler. Voilà. Je reprends le fil de votre article dans l'IB hier. Vous écrivez « Dernière leçon à méditer ». Plusieurs leçons, mais j'invite ceux qui discutent dans le chat d'aller lire la chronique. Dernière leçon à méditer, le pari de l'usure au pouvoir. Vous écrivez « Levons l'hypothèque selon laquelle, en leur donnant les clés, ils prouveront leur nullité et seront discrédités à l'avenir. » Puisque c'est ce qu'on prête à Macron, oui. C'est l'idée de dire, puisque le bon peuple dit on les a jamais essayé, le FN, on va leur laisser et puis c'était marrant parce que j'en ai jamais trop regardé ce qu'ils faisaient. Vous dites ça marche pas. Ah non, ça ne marche pas parce que c'est comme cela que beaucoup ont raisonné fin 1932. Après, 1933. Moi, du point de vue énergétique, je crois que Jancovici, c'est un peu un gars on avait affaire qui a... Comment ? Hiérarchie nazie, qui reste transformé, genre qui pense qu'on peut encore transformer la société à des gens qui étaient de bons agitateurs politiques, mais au sein du capitalisme. Je crois. D'ailleurs, von Papen, qui a élaboré la solution d'un gouvernement de coalition. Perso, j'ai vraiment du mal à prendre au sérieux des types. Formule qui existait déjà en Allemagne dans les Länder, mais au niveau du Reich. Qui disent écologistes et qui pensent régler le problème climatique au sein du capitalisme. Je suis vice-chancelier, je vais flanquer Hitler, ou je vais marquer la culotte, comme on dit. Enfin, c'est un jeu d'équilibriste tellement difficile à faire que pour moi, c'est impratique, c'est infaisable. On va tellement l'acculer dans un coin de la pièce. À chaque fois, c'est vraiment en mode oui, mais si on fait ça, et puis qu'après on fait des lois, et puis d'un coup machin, et puis qu'on arrive à organiser un truc mondial. Tout leur système, moindre petite perturbation un peu trop importante, ils se cassent la gueule, quoi. Les libéraux autour d'Adolphe Thiers disent. Tu vois, le capitalisme durable, c'est une fadaise. Puisque ça a donné aussi avec le Second Empire. Le principe même du capitalisme, c'est que tu sois en croissance continue, quoi. Vous avez des médias quasiment à l'unisson, des médias qui ont décidé que Satan, c'était LFI. Et on est dans un monde fini, donc... Un parti fondé par des Waffen-SS. La croissance infinie, ça ne peut pas marcher, quoi. Ça va. Ça marche qu'un temps. C'est acceptable pour le bloc bourgeois. Bon. Et au sein du capitalisme... Comme ça, et quand vous avez aussi comme disait Lordon... où l'on sait que... la décroissance dans le capitalisme, ça s'appelle la récession et c'est pas beau à voir. 50%, c'est très dangereux. Parce que on parlait de désordre dans le pays, on parle volontiers d'ensauvagement, mais l'ensauvagement... c'est un nouveau type d'arme, ça aussi. Puisque depuis 2017, concrètement, vous avez un pouvoir néolibéral qui fait une politique qui est défavorable à plus de 95% de la population.
Cette politique, et c'est théorisé d'ailleurs par les néolibéraux depuis les années 30, hein, cette politique, elle ne peut s'imposer que par la violence. À convaincre les gens que c'est bien de fermer des hôpitaux, des écoles, des services publics, de baisser les impôts des riches, ça ne marche pas. Donc il faut de la violence. Et on le voit de manière paradigmatique depuis 2017. Dans ce contexte-là, vous avez un pouvoir faible, c'est stylé, néolibéral, qui dépend entièrement du vouloir et de la volonté de cogner des gendarmes et des policiers, et qui dès lors va ensauvager les forces de l'ordre. Ça c'est très bien montré par des historiens comme Arnaout ou par des sociologues qui travaillent sur la police. On va j'aime bien comment dire, s'en remettre, non pas à la police, mais ce qu'il y a de pire dans la police. C'est-à-dire cette blanc-seing, ce permis de frapper, voire ce permis de tuer. On le voit là aussi. Vas-y, je vais essayer de jouer un peu clair. Ça. Pas vous que je vais le dire. Cet ensauvagement de forces de l'ordre, une partie des forces de l'ordre, qui se croient tout permis et qui, avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, vont se sentir d'autant plus légitimes. Salut, ça va. Vraiment attention à pas faire sortir ce diable-là de la boue. Lundi soir, on était place de la République, on était en live et j'ai été très étonné par l'intelligence de la préfecture qui n'avait justement envoyé personne. Je suis allé jusqu'à la Bastille, je suis pas allé après, mais je crois que ça s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire pas de bravem, etc. Mardi, déjà un autre son de cloche, rue des Petits Hôtels, tout d'un coup, cordon de CSI, puis la Crimo, puis la Brave, et puis là c'était parti, les coups ont commencé à pleuvoir. Semble-t-il, les images d'hier soir, donc le deuxième jour, là montrent un côté Judge Dredd de la police, c'est-à-dire je fais la police et la justice, c'est-à-dire je te tape et je te laisse au sol, ça y est, tu as eu ta punition. Alors que ça n'est pas le rôle de la police, hein, si on veut. Bon. Donc on voit que là, il y a effectivement une progression. Tout à l'heure, vous avez dit, ça va être de plus en plus dur les 3 semaines. Est-ce que vous pensez que ça va être aussi dur dans la rue? Tout ça pour un truc que j'avais déjà au max. En souci, c'est cohérent. Regardez la débauche de moyens qui a été envoyée samedi, donc avant la dissolution, hein, contre ceux qui protestent contre l'A69. Dans le sud-ouest. On a envoyé des blindés, les fameux blindés Centaure, hein, qui ont été acquis récemment, une espèce de monstres technologiques et de fer et de feu pour faire face à des gens qui venaient manifester en famille. On avait vu à Sainte-Soline ce qui s'était passé. C'est quoi cette résistance qu'il a de la radicalisation du bloc bourgeois. Vous savez, avec Dominique Bourg, on avait fait paraître un texte sur l'écologie. Il y a 2 ans, chez Gallimard, et où on faisait cette analyse. Lui, il n'est pas là pour participer. Par tous les collègues, politiques, sociologues, historiens, qui est qu'on fait face à ce qu'on appelle, nous, des forcenés. Des gens qui se sont retranchés dans leur fort Chabrol, là, et qui vont tirer à vue sur quiconque va prétendre mettre en péril ou en question cette politique parfaitement injuste, qui détruit le vivant, qui détruit les services publics, qui sème le malheur, qui détruit des vies, tout simplement pour une radicalisation cumulative du profit. On a affaire véritablement à des forcenés, et des forcenés qui parfois vivent dans un monde complètement irréel, parce que on spécule beaucoup sur les raisons de la dissolution là depuis dimanche, là encore en ramenant tout dans une institution monarchique à une personne et un tout petit groupe de conseillers, ce qui est un vrai parallèle d'ailleurs, hein, avec la République de Weimar finissante, hein, tout est réduit à un cercle de moins d'une dizaine de personnes, ce qui s'est passé pour la dissolution. Oui, selon Le Monde, ils étaient 8 à décider de la dissolution. C'est absolument grotesque. Autour de Macron. Bref. Non mais c'est ce que je dis aussi dans le papier de Libé, hein, c'est vraiment la rencontre d'institutions monarchiques. Rappelons que la 5ème République, elle a été faite par des militaires pour un militaire. Hein. Faite pour un général, quand même. Vraiment, un général qui d'ailleurs était de tradition d'extrême droite, d'action française, qui ensuite a changé, a évolué, mais dont il restait quand même quelques petits réflexes autoritaires. Et il était entouré de gens qui étaient des gens de droite et qui ont estimé que l'idéal constitutionnel, c'est la constitution de la République de Weimar dans sa pratique institutionnelle après 1930, c'est-à-dire un régime
ultra-présidentielle où tout dépend, mais littéralement, de la lippe d'un vieillard de 84 ans, savoir s'il a bien petit déjeuner, s'il a fait son rot, s'il est content, s'il va nommer un tel ou tel chancelier. On en est là. Une espèce de dégénérescence démocratique qui n'a rien à voir avec la démocratie. Donc on a affaire, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas j'ai un petit peu perdu le fil, mais on a affaire à des forcenés qui vont... Voilà, les forcenés, ils sont 8 à décider, j'essaie de remonter le fil. Oui, et qui servent des intérêts sociaux, fiscaux, de patrimoine, bien identifiés. Alors, je prends des questions de... Ah mince, ça a été enlevé. On va prendre, si vous voulez bien, des questions du chat, parce qu'il y en a beaucoup. Tiens, il y en avait une, je ne la retrouve pas, je ne sais pas où Pauline tu l'as mise. C'est celle sur... est-ce que cette union de la gauche, là, soudaine, est-ce qu'elle doit s'élargir aux républicains sincères, entre guillemets, c'est-à-dire à des gens de droite, à des gens du centre, mais qui ne voudraient pas d'un Bardella Premier ministre? Non mais là, les choses vont jouer dans les urnes, en fait. Toutes les organisations de gauche, au-delà des partis politiques, hein, des syndicats, des associations... le syndicat de la magistrature, par exemple. Pardon, c'est Kervala 22, voilà. Quand l'extrême droite menace, que pensez-vous historiquement d'une union des gauches élargie aux républicains sincères et force de progrès, selon les expressions consacrées? Nécessité ou dénaturation? Alors, les organisations de gauche et les partis ont fait une union. On présentait un candidat unique. Ce ne sera pas le cas dans toutes les circonscriptions parce qu'il va y avoir des dissidences, il va y avoir des gens pas contents. Il y a l'aile droite du PS qui, comme l'aile droite du Parti radical à l'époque, va se rebeller. Mais en gros, ça va être ça. Donc ensuite, c'est les électeurs qui vont décider. Oui, mais pour faire décider les électeurs, là, tout le monde se met dans l'arène. On parle à son voisin, on parle au Poste, on parle à France Inter. Enfin, voilà, chacun prend part au débat public. Oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait accepter qu'il y ait des républiques? Par exemple, je pense à un type comme François Sureau. Je me dis que peut-être il pourrait... Mais il n'est pas candidat. Non, que je sache, mais... non, il n'est pas candidat, mais... Oui. Bien sûr. Ah non, mais toutes les bonnes volontés, toutes les intelligences sont les bienvenues. Et François Sureau, qui est un libéral... C'est la différence, c'est juste au sens Tocquevillien du terme. Mais est-ce qu'on voit la différence entre ces deux-là? Vraiment attaché aux libertés, aux droits fondamentaux, à la République, à l'état de droit, et qui... après avoir été un compagnon de route dans les premiers temps de Macron, a été horrifié par la dérive libérale autoritaire de ce pouvoir assez abject. François Sureau, évidemment, est amené à jouer un rôle important dans cette campagne ou ce moment politique pour faire barrage à l'extrême droite. Ensuite, on verra au niveau des électeurs. Il est possible que des électeurs de gauche qui sont habitués à dépasser leurs préjugés, qui sont habitués à réfléchir et qui ont voté généralement sans trop sourciller pour des candidats de droite contre l'extrême droite, il est possible que ce comportement des électeurs de gauche ne soit pas toujours suivi par des électeurs macronistes qui, en cas de duel LFI-RN, pourraient être tentés de, au mieux d'aller à la pêche, au pire de voter contre la mise. Alors, c'est peut-être l'historien qui peut répondre. Quel est le degré d'efficacité, ces grands silences qui vous posent la question, de l'action directe dans la lutte contre le fascisme? Grand silence qui, une minute après, vous demande si le Front populaire n'était-il pas armé? Il est certain qu'il y a eu un mouvement social d'ampleur dans le Front populaire et que le Front populaire, ce ne sont pas que des accords de parti et ce n'est pas qu'une victoire électorale, c'est également des grèves dans les usines, des occupations d'usines, etc. Ensuite, le rapport à la violence, il est écarté assez rapidement par le Front populaire, qui est lui-même victime de tentatives d'attentats d'extrême droite. La cagoule veut assassiner quand même lance de soldats Mesmer, je l'avais pas celle-là, etc. Mais du côté des organisations de gauche, non, il y a une volonté de transformation par la loi, dans le cadre des institutions républicaines. Ah, t'es encore là, toi? Et de fait, ça a marché. Ça a marché pendant quelques temps, jusqu'à ce que le Parti radical, encore une fois, l'équivalent fonctionnel, du point de vue idéologique et sociologique du PS à l'époque, parce que le Parti radical décide qu'on est kazakh.
Vous avez encore un petit peu de temps ou pas? 5 minutes. Oh là là, il y avait plein de questions. Alors, non mais alors, je vais en poser une dernière. Et là, à l'historien, c'est une. Vous avez déjà eu la question rituelle. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, là, j'en ai une nouvelle. Ça va ou parce que je vous sens un peu malade, non? C'est allégé. Ah, pardon. C'est ça. J'ai une question que je voudrais poser maintenant jusqu'au 30 juin à tous les invités. Comment, bon sang, conjurer Marx qui disait « Tous les grands événements et personnages historiques se répètent, pour ainsi dire, 2 fois, la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce ». C'est une phrase qu'on cite beaucoup, qui fait partie des classiques de la citation, mais je pense pas que dans l'idée de Marx, ça va au-delà du bon mot, en fait. Je pense je suis un petit peu ennuyé par cette phrase-là, parce que je n'ai pas toujours bien comprise. Justement, comment il faut la comprendre? Parce qu'elle nous est envoyée là, en ce moment, en disant le Front Populaire version, c'est une farce par rapport. Voilà, on entend ça à longueur de plateau. Oui. Donc, et puis évidemment, le truc qui est malin, c'est de dire c'est Marx lui-même qui l'a dit. Donc, de la part de gens qui lisent par Marx. Taisez-vous. Donc, comment on répond à cette phrase? On répond tout simplement en voyant ce qu'il y a derrière la phrase, qui est un bon mot de Marx. Derrière cette phrase-là, il y a l'idée qu'on peut faire des comparaisons en histoire. Il y a des analogies de structure. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, par exemple, en montrant que dans les années 30, en France, en Allemagne, face à la gauche, il y avait des acteurs comparables, avec des intérêts sociaux, fiscaux, patrimoniaux comparables à ceux d'aujourd'hui. Et que dès lors, on ne peut pas assimiler et dire que tout se répète ou que tout est identique, mais qu'on peut, en prenant conscience de la différence des temps, faire des analogies de structure et voir comment on peut comprendre une situation historique présente par la comparaison avec ce qu'il se passait à l'époque. De ce point de vue-là, effectivement, les séquences années 30 en Allemagne, en France, sont tout à fait éclairantes pour aujourd'hui. On a un bloc national conservateur ou national réactionnaire qui s'allie avec un bloc bourgeois, pseudo-libéral parce qu'il est libéral uniquement économiquement, mais qui ensuite s'accommode très bien de la répression policière, etc., pour défendre ses intérêts patrimoniaux. Et il y a une coalescence de ces blocs-là parce qu'ils partagent une vision du monde social-darwinienne, concurrentielle, compétitive, purement économiciste, purement matérialiste, assez sordide, qui aboutit à la catastrophe sociale, on le voit dans la misère de masse, et à la catastrophe également environnementale, on le voit avec la dévastation du monde. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais crever un petit peu pour après, c'est voir comment, de fait, dans les années 30, et pour revenir aux questions écologiques, le nazisme est un paradigme et le paroxysme de l'anthropocène. Ils sont extractivistes, ils sont darwinistes sociaux, ils sont capitalistes, ils vont jusqu'au bout, ils détruisent jusqu'au bout pour tirer à chaque fois la dernière goutte de pétrole ou la dernière goutte de sucre de profit d'une situation, d'un territoire ou d'une population. Voilà. On en est un petit peu rendu à ça aujourd'hui et c'est pour ça que, pour terminer sur Marx, je pensais à ce que m'avait dit il n'y a pas très longtemps Éric Vuillard, qui est quelqu'un qui lit beaucoup Marx, auteur de l'Ordre du jour, un prix Goncourt. Extraordinaire écrivain. Mais c'est un écrivain majeur. Ah merde, je peux pas revenir en arrière. L'Ordre du jour. Une sortie honorable. Sortie honorable, un livre magnifique. Et celui sur la prise de la Bastille, c'est 14 juillet. 14 juillet, 14 juillet, non, mais tout Éric Vuillard, c'est parce que là encore, c'est comme les députés ou les responsables de gauche. On a quelqu'un qui travaille, qui lit, qui pense, qui réfléchit, qui essaie de qualifier le moment que nous vivons et de spécifier les moyens d'agir. Et Éric Vuillard... Les chiens, c'est vraiment les pires trucs. C'est très juste. Pourquoi est-ce que le complotisme se répand autant? Il se répand parce que on nous a privés depuis... Ça fait des exposés sur eux. Peut-être sur les chiens des Souls ou sur les types que cite Chapoutot. C'est-à-dire le marxisme. Les analyses sociologiques, économiques de Marx, telles qu'elles sont posées dans le manifeste de 1848 ou dans le Capital en 1867, ces raisonnements, ces concepts
les logiques qu'ils mettent au jour avec Engels, on nous en a privé parce que l'URSS a dit oh, c'était une chance, t'as mis une moustache. C'est quoi ce sac à PV? Et désormais, on est dans le monde de la mondialisation heureuse et de la coalescence harmonieuse entre la démocratie libérale. En plus, il n'y avait rien, putain. Un air de profit et de prospérité indéfinie. Bon. On en est revenu depuis, mais on n'a toujours pas osé revenir à l'analyse de Marx, qui reste tout à fait pertinente pour aujourd'hui, en termes d'acteurs sociaux, d'intérêts sociaux, d'affrontements, de structures, et donc de légitimité de l'analogie dans la comparaison historique. Mais non, mais... je dois faire votre photo, et ultime question qui est passée dans le chat, est-ce que vous avez un conseil de lecture, justement, pour nous armer, pour discuter avec nos voisins d'ici le 30, enfin voilà, est-ce qu'il y a soit dans votre champ à vous historique, voilà, je dis pas que c'était juste pour des flèches que et puis je fais la photo en même temps, comme ça on perd pas de temps. Des choses très accessibles par le web en l'occurrence, des entretiens ou des articles d'un politiste aussi aiguisé que Paul Elek par exemple, E-L-E-K, ou tous les entretiens que vous pourrez trouver de Stefano Palambarini, de Bruno Amable, de Hugo Paletta, de Luigi Mantini, voilà, c'est chez... Pardon, je vais y arriver. Chez ces gens-là qu'il faut aller voir. Les analyses aussi toujours pertinentes et enthousiasmantes d'un Olivier Besancenot également. On a quand même une... ça qui est terrible. Hein, alors le NPA a rejoint hier le Front Populaire. Mais bien sûr, mais ils ont raison. Et ça qui est terrible, c'est qu'on a des médias installés qui nous servent absolument n'importe quoi. Des scrogneux imbéciles comme François Gisbert ou des fachos complets. Alors qu'il y a une telle intelligence qui est là, disponible dans des chiens. Intelligence politique, sociologique, historique. Donc voilà, ces gens-là que je viens de citer ont d'excellentes adresses, mais il y en a bien d'autres. Et heureusement, on a les médias dits alternatifs, comme vous, comme Blast, comme le Média, comme chaînes comme Les Lucides, etc. Ok, c'est quoi ce traquenard ? Nous permettre d'avoir accès à cette réflexion-là. Merci, il faut reprendre des forces, mon cher Johan. Il faut prendre des antihistaminiques, faire une bonne sieste et puis ensuite repartir au combat. C'était un bonheur vraiment de vous recevoir à nouveau. Merci infiniment d'avoir réagi au quart de tour hier ou avant-hier. Masterclass merci surtout à vous, David, parce que c'est vous qui faites tout le travail. Hein. Nous, on vient 1h30, on se pose ici, on discute avec vous. T'as cru que tout le travail logistique, structurel, de préparation, de lecture, c'est vous qui le faites. Bravo et merci. Merci encore, Johan. Voilà, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci à tous les deux. Non. C'était trop court. Vous déconnez. Merci pour tout. Merci beaucoup pour ce live. Grand bien. Merci. Incroyable. Merci. Oh la vache. Merci la team au poste. Voilà. Merci beaucoup. Je vous libère. Alors, les micros vont encore marcher parce que j'ai mon petit bouton. Alors, vous vous êtes demandé tout à l'heure pourquoi j'appuyais tout le temps. Oui. En fait, j'appuie 9 fois sur 10. Quand j'appuie, c'est pour dire à Pauline, qui est de l'autre côté, ça, c'est un passage intéressant. Ça, c'est un passage intéressant. Ça, pour faire des petits clips. Et donc, j'ai passé ma matinée à faire... Amitié à Pauline aussi alors. Voilà. Et puis alors je vais essayer de pas faire ce qu'on avait fait l'autre fois où vous avez sorti un tweet qui avait fait un buzz pas possible, qui était peut-être pas effectivement le truc le plus voilà. Mais là par exemple j'ai envie de sortir le truc sur la bordélisation juste à 13h là. Oui. C'est celui-là qu'il faut sortir, on est d'accord. Pour le coup, non mais la bordélisation du pays, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a des gens qui nous disent l'ordre, qui fustigent le désordre, mais pardon, mais qui a mis le désordre dans le pays depuis le 2010 ? Qui a mis le désordre absolument partout, dans tous les services publics, dans la rue, sur le front écologique, en Nouvelle-Calédonie, enfin, même. Mais c'est parce que... On va prendre la première prise, Johan. Vous embêtez pas, elle était parfaite. D'accord, bon, voilà. Merci beaucoup. À bientôt, alors. Alors, voilà, vous pouvez prendre un petit peu d'eau. On va nous entendre... Alors, je vais mettre le clip, Adonnez-vous. On a besoin de... Voilà. À tout de suite, je vous reviens, j'ai plein de choses à vous dire. Les amis, nous sommes sur oppost.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. Hop. Ok, ça servira. Bon, je vais remonter un peu le son d'Elden Ring du coup.
De toute façon, je pense que je vais bientôt arrêter parce que il commence à être tard. Je travaille demain quand même. Mais bon, j'avais dit que cette semaine, j'allais pas beaucoup dormir. Oui. Allez, ça dégage. Les soldats de Mesmer, c'est vraiment des enculés par contre. La corde pour se pendre, comme d'hab. Au lieu de faire des vidéos pour gagner des sous. Bah, ouais, non mais... Le pire, c'est que la vidéo... Justement, c'est pour ça que je fais des lives tard. C'est que... je m'occupais de la vidéo, là, du montage pendant 2 heures. Hein. T'as fait combien de boss? Bah, en gros, j'ai juste fait toute la map, là. J'ai fait le boss... j'ai fait le premier vrai boss du jeu, tu vois. Et sinon, là, sur la map, j'ai fait tous les boss qu'il y a. Tous les mini-boss, tous les boss un peu plus gros. J'ai tout fait. Sauf ben, le truc du château. J'aurais bien aimé finir avant d'aller me coucher, mais... J'avais bien vu un truc. Il n'y a rien de ce côté-là. Oh. Oh. C'est quoi ce mob d'enculé? Putain, en plus, il y en a plusieurs. Super. Ok. Eux, ils vont me casser les couilles. Qu'est-ce que je peux faire? Y'a quoi comme méthode d'enculé? Ah, celle-là, peut-être. Je pense que tu t'es fait spoiler le prochain boss. Je vais pas t'en parler. Bah, je pense pas m'être fait spoiler le boss. J'ai entendu parler de certains boss, mais je sais pas dans quel ordre ils sont, tu vois. Oh non, c'est pas vrai que j'ai le son en décalage. Attends, bon déjà je vais couper ça. Attends. Je vais refaire le truc que je fais d'habitude. Hop. Hop. Voilà. Là c'est bon. Bah j'ai entendu parler forcément de Mesmer, tu vois. Mais bon. Lui en même temps il est... il est littéralement sur la couve du DLC. J'ai entendu parler de... Comment? Y'a pas une meuf qui ressemble à Renala? Et je crois que c'est tout niveau boss. J'ai entendu parler d'un truc qui ressemble à Renala. Et mais je sais pas trop... Enfin juste le nom, tu vois. J'ai vu des gens dire « Ah, t'as
t'as vu, machin, je sais pas quoi. Mais... et puis sinon Mesmer, forcément. Attends, c'est tout ce qu'il y avait là? Ok. Bon, par contre, j'ai plus de fiole là. Y'a pas un site de grâce pas loin? Et moi je fais partie des gens qui sont juste trop forts. Et qui arrivent à esquiver les spoils. Mais arrêtez, monsieur! Mais il va arrêter de sauter comme ça, lui? Hein? Il m'a one-shot? Et vas-y, gros. J'ai été spoil le boss final en plein milieu de ma partie. Bah moi, il y a un truc dont j'ai été spoil, mais dont je me doutais un petit peu. C'est que... Enfin, j'ai pas vraiment été spoil, mais du coup je m'en doute vu la réaction que j'ai vue des gens. C'est que Mesmer n'est pas le boss de fin du DLC. Vous m'excuserez les gars. Oui, mais il va me poursuivre jusqu'où lui? Ouais, y a pas à venir jusque là. Ah ouais, c'est pour ça que moi j'ai pas de TikTok. Mais... Vraiment, il veut rien lâcher. Je suis vraiment en train de fuir comme un lâche, par contre. Putain, y a pas un site de grâce, là? Et en attendant, je suis en train de no-hit un peu là. Bon, le no-hit n'a pas duré très longtemps, certes. Mais genre, y a toujours pas de site de grâce là? Ouais, bon. J'avoue. Je crois que je vais en chier. Bah écoutez, on continuera ça demain. Donc, on continuera ça demain. Bon, bah écoutez, à demain, je pense.
Par contre, c'est une partie. Salut.